webinar of today. The webinar will be about falling and rising styles of gravity and buoyancy-driven disks. And the speaker of today is Jacques Magnodet. And as usual, I introduce the speaker very briefly, and then I leave him the floor. So Jacques Magnodet is a senior researcher at CNRS, working at IMFT in Toulouse. His research focuses on several aspects of hydrodynamics and turbulence in two-phase flows and inhomogeneous fluids. He has long been fascinated by the complex motion of rigid and deformable objects in fluids, be they particles, drops, or bubbles, or living organisms. He has worked at a better understanding of the hydrodynamic loads acting on these bodies when they move in non-uniform and time-dependent flows, and that's elucidating the mechanisms leading to their path instability when their motion is driven by an external force such as gravity or buoyancy. He's an associate editor of the Journal of Fluid Mechanics and currently serves as Secretary General of EuroMech. So it's with great pleasure that I leave the stage to Jacques Magnodet. So Jacques, I stop sharing my screen and you can share yours. Okay, so let me see here. So do you see the slide? I think that's coming. Yeah, sure. You do? Yeah. Full screen, okay. Please. Yeah. Okay. Let's see here. Branché, oui, branché, c'est bien, branché, c'est vrai. C'est pas mal. Alors. No signal, yes. Okay. Ça, si on peut. Ok, et ça. Ok, je crois qu'on est presque bon. On est presque bon. Bon, merci Francesco pour l'introduction. Je suis très content d'être ici pour donner un vrai séminaire après 2 ans de Zoom, même s'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont en Zoom. Alors, j'ai eu un gros problème philosophique de savoir si je faisais le séminaire en français ou en anglais. Et quand même, je me suis dit que, bon, voilà, comme on est encore sur le sol français, c'était peut-être mieux quand même de continuer à le faire en français, mais les slides sont en anglais. Et si vous voulez poser des questions en anglais, je répondrai bien volontiers, etc. Mais voilà, je pense que ça a encore un peu de sens de faire des séminaires en français quand on est en France. Donc, je vais faire ça. Alors, juste pour ceux qui, oui, même pour ceux qui sont en face de moi, en fait, les couleurs que vous allez voir ne sont pas du tout les couleurs que je vois sur mon écran. Ce sont les couleurs inversées. Donc, votre laboratoire, normalement, je crois qu'il a un logo qui est bleu et vous voyez comment il apparaît. Et le mien, normalement, ça c'est bleu et ça c'est jaune. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Alors, je vais vous parler donc d'un sujet qui est donc la chute ou la montée de disques donc sous l'effet de la gravité. Alors, c'est pas du tout le sujet le plus récent sur lequel j'ai travaillé, loin de là, parce que ce que je vais vous raconter, on l'a fait en gros entre les années 2010 et 2015, mais simplement, je me suis dit que c'était un sujet qui était assez pertinent dans ce laboratoire, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à Lille, il y a eu la première soufflerie verticale de France, qui a été construite donc en 1938, je crois, par Joseph Campé de Ferrier, et que donc c'était une soufflerie, en fait, initialement pour étudier la sortie de vrille des avions. Et donc, il y a un peu une connexion entre ça. Donc, je me suis dit que voilà, venir parler à Lille de ce sujet-là, peut-être c'était intéressant. Alors, c'est un sujet, on va voir si ça marche. Non, pour l'instant, ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave, mais il faut quand même que je puisse avancer. Ok, bon, peut-être comme ça. Ah oui, ok, ça va comme ça. Donc, oui, quelques mots d'introduction. Alors, en fait, c'est un sujet qui a quelque part une très longue histoire, c'est-à-dire que les premiers écrits
qu'on peut qualifier de scientifique sur le fait qu'il y a des objets qui, quand ils sont soumis à la gravité, ne montent pas ou ne tombent pas en ligne droite. Les premiers écrits sont dus sans doute à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a fait des expériences avec des bulles. Il introduisait des bulles comme ça à la base d'un réservoir et il a observé qu'elles ne montaient pas toujours en ligne droite, mais qu'elles faisaient des hélices, etc., etc. Alors, comme à l'époque, il n'y avait pas le concept de force, on est 150 ans presque avant Newton, bien sûr, ce qu'il raconte là-dessus, c'est pas la même histoire que celle qu'on raconterait aujourd'hui, mais bon, il avait quand même vu le problème, c'est-à-dire qu'en gros, il savait que les bulles montaient sous l'effet de quelque chose qui avait tendance à les pousser vers le haut, et il se posait la question de savoir qu'est-ce qui pouvait les obliger à aller sur le côté à des moments. Donc ça, c'est un peu voilà, les prémices de cette histoire-là. Alors après est arrivé donc, Newton. Donc Newton, il a fait tout un tas d'expériences à partir donc, du dôme de la cathédrale Saint-Paul à Londres, où il a fait tomber des sphères qui étaient faites de différents matériaux, donc de la cire, du verre, du plomb, etc. Et il avait quelqu'un qui mesurait en bas le temps de chute. Et puis après, comme il est devenu vieux, il ne pouvait plus monter jusqu'en haut du dôme. Et donc, il envoyait son collaborateur qui s'appelait Desaguliers, qui était un Français, en fait, qui avait émigré en Angleterre pour échapper aux lois, aux lois, disons, que Louis XIV avait édictées après avoir révoqué l'édit de Nantes. Et donc, ce Français-là, c'était l'aide de camp, si on peut dire, de Newton. Et donc, c'était lui qui montait après en haut du dôme de la cathédrale Saint-Paul. Et Desaguliers, en particulier, il a utilisé donc il a fabriqué des sphères avec de la vessie de porc. Donc, c'était des sphères gonflées à l'air et il les laissait tomber. Et Newton, donc, dans les Principia, Newton voit bien que, dit que le temps de chute de ces sphères était plus long que le temps de chute des sphères de plomb en particulier, et que probablement c'est lié au fait que ces sphères qui étaient légères n'allaient pas tout droit, et que donc, voilà, ça, quelque part, la résistance qu'elles offraient à l'air était plus grande, et que donc ça augmentait leur temps de chute. Alors ça, tout ça, vous pouvez le trouver dans le livre de Michael Eckert, The Dawn of Fluid Dynamics, et je vous conseille la lecture de ce livre si vous ne l'avez pas lu. C'est vraiment une belle introduction à l'histoire de la mécanique des fluides. Alors, next. On va essayer d'y arriver. Voilà. Alors après, si on saute au XXe siècle, et même à la deuxième partie du XXe siècle, c'est là qu'on a les premières expériences, on peut dire, propres, donc avec en particulier des disques qui tombent. Donc, les premières expériences, je pense que c'est à peu près celles-là, ce sont celles de l'équipe de Wilmars, que vous pouvez trouver dans Physics of Fluids, avec des visualisations donc, du sillage. Donc, le disque est ici. Là, ce que vous voyez, c'est une visualisation du sillage. Après ça, il y a eu une cartographie des trajectoires qui a pu être faite. Et à la fin des années 90, il y a eu un papier assez connu dans Nature qui a fait donc cette cartographie des régimes de chute des disques. Donc, ici, vous avez le nombre de Reynolds. Ici, vous avez l'inertie relative du disque par rapport au fluide. Je vais la définir après plus précisément, mais en gros, les disques lourds sont là en haut, les disques légers sont en bas. Voilà. Et vous voyez qu'il y a 4 régimes. C'est-à-dire, en gros, si le nombre de Reynolds est très petit, le disque tombe tout droit. Ensuite, on a ici un régime qu'on peut qualifier donc, de zigzag, fluttering, donc le disque va tomber comme ça. Si au contraire, on a des disques lourds à grand nombre de Reynolds, on va avoir un régime de tumbling, donc le disque va faire des tours complets. Et entre les deux, on a un régime chaotique. Donc ça, c'est ce qu'on savait, disons, à la fin du XXe siècle. Et voilà, alors ça, vous voyez ici, donc ça c'est le début du XXIe siècle à Toulouse. Donc ce que vous voyez sur la gauche, c'est une bulle qui monte en zigzag. Donc c'est une bulle qui fait d'une bulle d'air qui monte dans de l'eau. C'est une bulle qui fait quelques millimètres de diamètre, 3-4 millimètres de diamètre.
Et ce que vous voyez à droite, c'est justement un disque. Alors, en fait, il monte. Vous ne le voyez pas monter parce que la caméra se déplace avec le disque, contrairement à celle qui a filmé la bulle. Mais en fait, le disque est en train de monter et on visualise également donc, son sillage pendant qu'il monte. Et vous le voyez, évidemment, danser le long de sa trajectoire. Alors, à partir de ces visualisations, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait des reconstructions de trajectoire au départ. Et vous voyez donc ce qui se passe donc, pour des disques de deux rapports de forme différents. Donc, le rapport de forme, en gros, ici, c'est le diamètre divisé par l'épaisseur. Donc, vous voyez que pour un disque qui a un rapport de forme de 2, ben, vous voyez que l'axe du disque est pratiquement toujours collinéaire à la trajectoire. Ou en tout cas, la dérive entre les deux est très faible. Alors que vous voyez qu'ici, pour ce disque qui est beaucoup plus plat, donc avec un rapport de forme 10, vous voyez que l'angle de dérive entre l'axe du disque et la trajectoire peut quasiment atteindre 90 degrés. Donc clairement, ce n'est pas du tout le même style de trajectoire, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'il y a une contrainte qui maintient le disque perpendiculaire à sa trajectoire, alors qu'ici, en gros, le disque il glisse le long de la trajectoire. Donc ça c'est du traitement de données expérimentales. Alors, une chose pour finir cette introduction, une chose qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on sait bien depuis Lamb, donc depuis bientôt 150 ans, 140 ans en tout cas, que en fait, on peut prédire comme ça des oscillations de trajectoire à partir de la théorie d'écoulement potentiel. On peut faire ça. Et par exemple, si on fait ça avec donc, le disque que j'ai montré, le disque de rapport de forme 2, on obtient ce style de trajectoire. Et vous voyez que l'angle de dérive, eh bien, effectivement, il est très grand. Et si vous comparez avec le résultat expérimental, ce n'est pas du tout ça. Donc, en fait, oui, on peut prédire des trajectoires non rectilignes avec la théorie des écoulements potentiels, sauf que ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est ça qu'il faut savoir. Bon. Donc, voilà ce que, disons, en rapide historique jusqu'aux années voilà, 2007-2008. Et puis, à partir de là, on s'est dit, on va essayer de regarder ces problèmes-là avec d'autres outils. Et donc, ces autres outils, ça a été d'une part la simulation directe, d'autre part l'analyse de stabilité linéaire globale, et ensuite, on a fait également donc, des analyses faiblement non linéaires sur ces problèmes-là. Alors, je vais vous parler voilà, de ces deux points. Je n'aurai pas le temps de vous parler du faiblement non linéaire, mais moi, ce que je vais vous raconter maintenant, ça va être ce qu'on a trouvé avec ces deux approches, et je vais vous montrer comment, enfin, je vais essayer de vous montrer comment ces deux approches, en fait, se complètent l'une l'autre. Alors, je vais commencer, en fait, par la DNS, bien qu'a priori, ça soit plus compliqué que l'approche de stabilité linéaire. Je vais commencer par ça parce que je pense que c'est plus facile de comprendre les résultats physiques. Et après, je reviendrai donc sur l'approche de stabilité linéaire globale. Donc, la DNS, bon, c'est très simple. Hein. On a un disque voilà, avec une certaine densité, une certaine épaisseur, un diamètre, etc., qui va tomber donc, dans un fluide visqueux avec donc, sa propre densité, sa viscosité, la gravité qui agit là. Il y a trois paramètres de contrôle. Donc, le rapport de forme du disque, le rapport de densité entre le disque et le fluide, mais en général, on préfère introduire donc, ce que vous avez vu tout à l'heure sur le diagramme que j'ai montré, à savoir ce qu'on appelle l'inertie relative du disque, qu'on définit comme ceci. En fait, c'est l'inertie du disque normalisée par l'inertie de la sphère de fluide qui serait comprise dans le volume du disque. C'est ça la définition de ce truc. Mais c'est directement relié à Rho étoile qui est. Et puis, il y a ce qu'on appelle le nombre d'Archimède, qui est un nombre de Reynolds basé en fait sur cette échelle de vitesse. Cette échelle de vitesse, c'est une échelle gravitationnelle de vitesse. Alors, pourquoi on introduit ce nombre d'Archimède, qu'on appelle aussi nombre de Galilée d'ailleurs? Parce que dans ce problème-là, évidemment, la vitesse de l'objet n'est pas connue a priori. Ce n'est pas un paramètre de contrôle. Vous lâchez votre objet, il tombe à la vitesse qui est la sienne, qui va varier dans le temps, etc. Alors que ce paramètre-là ne dépend que des caractéristiques des fluides et de la géométrie de l'objet. Donc, c'est ça les trois paramètres de contrôle.
la condition initiale, enfin, dans tout ce que je vais vous raconter, le disque, il est lâché comme ça, broadside on, et donc il va tomber, après on va voir comment. Et bien sûr, dans la DNS, si on veut que le disque, si on veut perturber le mouvement du disque, il faut mettre une perturbation non axisymétrique à un moment donc, dans le sillage. Sinon, on va effectivement, on ne va jamais perturber le système. On va avoir un disque qui tombe verticalement. Donc, on est obligé d'ajouter une perturbation. Voilà, alors on fait ça. Donc ça, c'est bon, ça c'est juste pour vous montrer les papiers dans lesquels ça a été publié. Quelques mots quand même sur la façon dont on fait ça techniquement dans une simulation. Donc c'est qu'on résout donc, les équations de Navier-Stokes dans une formulation qui est un peu particulière, qui est, on choisit de résoudre pour la vitesse absolue du fluide, donc dans le référentiel du laboratoire, mais dans des axes qui tournent avec l'objet. Le fait que les axes tournent avec l'objet permet d'avoir en fait des caractéristiques, par exemple un moment d'inertie et des moments, donc des efforts liés au fluide qui est entraîné par l'objet, qui sont indépendants du temps. Donc ça, c'est un choix. Ensuite, donc à chaque pas de temps, on garde constant la vitesse de translation et le taux de rotation de l'objet. On résout les équations du mouvement de l'objet à la fin de chaque pas de temps de Navier-Stokes en écrivant ce qu'on appelle les équations de Kirchhoff-Kelvin, c'est-à-dire en gros les équations de Newton, mais écrites donc, pour un objet en mouvement. Ensuite, donc, une fois qu'on a résolu ces équations, eh ben, on fait avancer, on corrige donc la vitesse et le taux de rotation de l'objet, et on corrige à la fin, donc ça c'est la dernière étape, on corrige la vitesse du fluide de manière à ce que le fluide satisfasse de nouveau la condition de non-pénétration et la condition de non-glissement sur la nouvelle position de l'objet. Donc ça c'est la stratégie numérique. Et il y a deux difficultés techniques dans ce problème. La première, c'est qu'on a affaire donc, à des disques et que donc l'arête d'un disque, c'est une zone de singularité et que donc il faut la traiter de façon à bien reproduire les singularités de l'écoulement donc, dans la région concernée, ou plus exactement à faire en sorte que le fait que la solution est singulière n'ait pas d'effet, enfin, d'avoir suffisamment bien résolu pour que, en réalité, la singularité n'ait plus d'effet sur le champ que l'on résout. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le champ de pression, et là, vous voyez la vorticité azimutale, et on compare la solution numérique qui est en très plein avec la solution donc, asymptotique de Moffat pour donc l'écoulement sur une arête à 360 degrés. Bon, vous voyez qu'il y a un très bon accord dans la région proche de la singularité. Donc, ça, on sait qu'on résout bien ce problème-là. Et puis, le deuxième problème, c'est que lorsque vous avez donc, un disque ici dans un grand maillage cylindrique, en fonction de la position du disque, eh bien, vous ne savez pas où le sillage va sortir du domaine. Parce que le sillage peut sortir par ici, peut sortir par la surface latérale du domaine, voire si le disque fait un tour complet, il peut sortir par la surface avant. Donc, ça veut dire que la condition que vous mettez sur le bord extérieur du domaine, la condition de sortie pour que les tourbillons s'évacuent bien, eh bien, cette condition de sortie, il faut l'appliquer au bon endroit. Et le bon endroit, vous ne le connaissez pas a priori. Donc, en fait, il faut avoir une condition de sortie qui se balade sur la surface du maillage en fonction du temps, de façon à évacuer correctement donc, les tourbillons. Voilà, donc ça nous a pas mal occupé, mais on y arrive. Donc, voilà, donc pour un disque infiniment mince, voilà le diagramme donc, des états que l'on a obtenus. Alors, il n'y a pas du tout les mêmes couleurs que sur mon écran, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez ici le nombre d'Archimède. Donc, je suis désolé, je suis dans un laboratoire de turbulence, donc c'est des nombres qui vous paraissent ridicules, mais vous voyez que déjà, il se passe des choses à ces nombres ridicules-là. Et là, donc, c'est l'inertie du disque. Donc, je vous rappelle, les disques très légers sont ici et les disques lourds sont là en haut.
Donc la zone grise, c'est la zone dans laquelle en fait le disque tombe verticalement. Même si on le perturbe, en fait la perturbation est amortie et il tombe verticalement. Ici, la zone verte, comme on va le voir, c'est la zone où le disque va effectivement zigzaguer comme ça. La zone qui est ici, c'est la zone où il va faire, effectivement, il va se mettre en auto-rotation. Et puis, vous allez voir qu'il y a d'autres zones intermédiaires qui apparaissent et vous allez voir quelle tête elles ont. Alors, donc, on va regarder d'abord, on va regarder un point qui est là, donc dans la zone verte. Alors, si ça veut bien marcher, on va voir à quoi ressemble. Oui. Donc, vous allez voir, alors ce que vous voyez, c'est le disque qui chute, et ce que vous voyez, c'est le sillage donc, représenté par le critère lambda 2. Donc, ça, je pense que voilà, dans un laboratoire de turbulence, ça, vous savez ce que c'est. Donc ça, c'est déjà une situation où effectivement le zigzag est très prononcé. Donc, vous voyez, le disque se renverse presque, mais pas tout à fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe dans la zone verte. Alors, ce qu'on peut dire sur cette zone-là, j'espère que je peux revenir en arrière pour le montrer. Ce qu'on peut dire sur cette zone verte ici, ce sont les choses suivantes. D'abord, pour certaines inerties du disque, ce zigzag apparaît pour des nombres de Reynolds qui sont aussi bas que 30. Un peu plus de 30. C'est-à-dire, une fois qu'on transforme le nombre d'Archimède en connaissant a posteriori la vitesse du chute du disque, on se rend compte que le nombre de Reynolds, c'est 30. Alors que si vous prenez un disque fixe, que vous fixez perpendiculairement à un écoulement, l'écoulement derrière le disque, dans le sillage du disque, est stable jusqu'à un nombre de Reynolds de 115. Donc, ça veut dire que dans le cas où justement le disque est mobile, en fait, l'instabilité de la trajectoire apparaît bien avant que le sillage soit instable. Donc, ça n'est pas, dans ce cas-là, ça n'est pas l'instabilité du sillage qui est la cause de l'instabilité de la trajectoire. Ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous connaissez, parce que vous avez cartographié les instabilités successives d'un sillage, vous pouvez savoir ce qui se passe lorsque l'objet est mobile. Hein? Ça, c'est vraiment la chose importante. Alors, deuxième chose, donc deuxième régime, sauf que, tiens, c'est bizarre, il manque quelque chose. Non, ça va. Bon, je peux peut-être pas passer ça. Donc, on va regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'on va donc, dans ce régime ici. Donc, ça, c'est un régime d'autorotation, tumbling en bon français. Et donc là, vous allez voir de la même façon ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, le disque, effectivement, est capable de faire des tours complets. Vous voyez, il se retourne sur lui-même. Et vous avez noté également dans la première partie de la vidéo qu'en fait, il ne tombe pas en moyenne en ligne droite. On le revoit ici. Vous voyez, il y a une dérive. Il y a une dérive moyenne du disque. Donc, on a brisé effectivement la symétrie verticale. D'ailleurs, on le voit bien ici. Hein, on décompose le mouvement ici. Et vous voyez que si on trace dans un plan de phase, si on trace la vitesse verticale en fonction de la vitesse horizontale, ou le contraire, bon, on reste dans ce cas-là avec des vitesses horizontales qui sont toutes négatives, c'est normal, le disque tourne toujours dans le même sens, et on a bien sûr des fluctuations extrêmement importantes de la vitesse verticale. Donc là, on est dans une situation où en fait le disque a suffisamment d'inertie pour se retourner au moment où il atteint la verticale, alors que dans le cas précédent, voilà, on était ici, vous voyez, le disque ici est prêt de se retourner, mais il n'y arrive pas, et du coup, effectivement, donc ça, on est en zigzag, donc le disque a fait ça, et là, soit il a assez d'inertie pour se retourner et il flippe complètement, soit il n'en a pas assez, c'est le cas ici, et donc il repart en sens inverse.
Ce qui fait que vous voyez que la vitesse horizontale qui initialement était négative, elle est revenue vers 0 et puis elle change de signe et on va faire donc l'autre partie du zigzag. Donc ça, vous pouvez voir que le zigzag et l'autorotation, disons, c'est le même style de mouvement, mais pour des rapports d'inertie différents. Donc ça, je dis à peu près ce que je voulais dire là-dessus. Alors, si on regarde ce qui se passe dans la zone mauve, donc ici, et là, et donc ça, ici, on va voir qu'on a un mouvement composite, c'est-à-dire qu'en gros, on a un disque dont l'inertie est à peine suffisante pour qu'il puisse se retourner, mais il n'arrive pas à se retourner à tous les moments. Donc, de temps en temps, il zigzague et de temps en temps, il arrive à faire des tours complets. Donc, voilà. Et donc, justement, là, si on regarde la même chose, voilà, si on regarde le diagramme de phase dans le plan, donc vitesse verticale, vitesse horizontale, eh ben, on obtient ce genre de choses. Et si on continue suffisamment, donc si on fait suffisamment de révolutions, on va remplir cet espace de phase de manière complète. Et donc, on a effectivement un mouvement qui est chaotique parce qu'on a, comme je vous le disais, un disque qui a une inertie limite entre disons, sa capacité à faire des zigzags, sa capacité à faire des tours complets. Donc, on peut dire que le disque hésite entre les deux styles. Et donc, du coup, on a effectivement une dynamique qui est chaotique. Donc, ça, c'est les 4 régimes que je vous ai montrés dans le diagramme initial. Mais en fait, on peut aller plus loin. Et on peut même aller plus loin que les expériences qui étaient disponibles. Et en particulier, on peut se mettre ici, dans cette région jaune qui est là. Alors, dans cette région jaune, ce qu'on voit, c'est cette dynamique-là. Voilà. Donc, en fait, on a un disque qui est en train de zigzaguer, sauf qu'il ne zigzague pas dans un même plan vertical. En fait, il zigzague, mais il change petit à petit de plan, c'est-à-dire qu'il y a une précession qui s'opère donc dans le plan horizontal. Et si on regarde donc en détail ce qui se passe, voilà, donc on a une succession de zigzags très non linéaires comme ceci. Et si vous regardez la trace des zigzags qui est ici, et que vous revoyez là, donc là c'est un plan de phase où on a porté l'une par rapport à l'autre les deux composantes horizontales de la vitesse, et bien vous voyez qu'on a donc une succession de plans qui tournent lentement les uns par rapport aux autres. On a appelé ça le régime hula-hoop. Alors, ce régime-là, si on veut le voir expérimentalement, eh ben, il faut se mettre dans un bâtiment comme celui de la soufflerie verticale ici, parce que, vous voyez, les expériences typiques de laboratoire, en gros, elles sont faites dans des cuves qui font 50, 100 fois le diamètre du disque, en gros, sauf qu'ici, le pas donc de variation de cette précession, eh ben, il est bien plus grand, ou en tout cas du même ordre que la hauteur des expériences classiques de laboratoire. Donc, si vous voulez voir ça, il faut vraiment faire une expérience extrêmement longue pour arriver à suivre la précession donc, de la trajectoire. Et dernier régime, donc dernier régime qu'on a exploré en DNS, donc le régime qui est là-haut à droite, eh bien ce régime-là, pareil, c'est un régime effectivement d'autorotation. Alors, est-ce que j'ai la vidéo qui va avec? Non. Pas de vidéo. Bon, d'accord. Donc, c'est un régime d'autorotation, sauf que là encore, au lieu que l'autorotation se fasse dans un même plan, le plan d'autorotation tourne petit à petit et on obtient donc ce diagramme de phase. Donc, initialement, rappelez-vous, on avait quelque chose qui était de cet ordre-là, et là, ben, on a cette dérive séculaire qui vient s'appliquer sur le plan d'autorotation et qu'on voit ici également. Et là encore, si vous voulez voir ça dans une expérience, eh ben, il faut une expérience extrêmement haute parce que, ben, typiquement, vous voyez que le pas de l'hélice, donc en l'occurrence, c'est plusieurs centaines de fois le diamètre du disque.
Et donc, pour arriver à voir ça dans une expérience, il faut une expérience voilà, qui fasse en gros 1 millier de fois le diamètre du disque. Voilà, donc ça, ce sont les régimes essentiels qu'on a pu voir en DNS. Alors, ce que je vous ai raconté, c'était en gros, je vous ai parlé de ce qui se passait dans la partie haute de ce diagramme, disons au-dessus d'une inertie de 10-2, typiquement. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de ce qui se passe pour les disques légers, et vous allez voir que c'est déjà plus compliqué. Et donc, on va explorer ce qui se passe pour cette inertie-là, le long de cette ligne, et on va faire augmenter donc, le nombre d'Archimède pour aller voir ce qui se passe le long de cette ligne. Et donc, on est là. Donc, on a le nombre d'Archimède qui est ici, en abscisse, et en ordonnée, on va avoir le nombre de Reynolds du disque, donc basé sur sa vitesse verticale instantanée et son nombre d'inclinaisons maximales. D'accord? Donc là, c'est 0, comme ça serait 90. Et donc là, on va regarder l'inclinaison maximale. Et donc, imaginez que vous partez ici donc, du régime dans lequel le disque tombe avec son axe vertical et que vous augmentez petit à petit le nombre d'Archimède. Donc, on arrive là. Et puis là, on se rend compte, alors peut-être qu'il vaut mieux le regarder ici sur l'angle, on se rend compte qu'il y a une toute petite déviation de l'angle qui apparaît. Il y a donc un premier régime ici qui apparaît, qui n'est plus exact, où l'axe du disque n'est plus exactement vertical. Il y a un deuxième régime qui apparaît quand on augmente encore un peu plus le nombre d'Archimède et qui correspond à un disque qui fait des toutes petites spirales, mais vous voyez que ces spirales, elles ont un diamètre qui est bien plus petit que son propre diamètre. Ensuite, toujours en augmentant le nombre d'Archimède, on passe à un troisième régime qui est en fait un régime où le disque fait des petits zigzags, mais vraiment de petite amplitude. Vous voyez, avec un angle d'inclinaison maximale qui est de l'ordre de 2 degrés, pas plus. Et puis tout d'un coup, ici, donc à ce nombre d'Archimède, disons, critique d'environ 43, eh ben, on passe donc à un zigzag de grande amplitude. Et ce que vous voyez en vert ici, c'est l'amplitude maximale au cours d'une période du nombre de Reynolds. Donc, vous voyez que quand le nombre de Reynolds, par exemple, si vous placez ici un nombre d'Archimède de 45, le nombre de Reynolds maximal, c'est presque 160. Donc, il est atteint, en fait, quand le disque va atteindre un des sommets de la trajectoire, et le nombre de Reynolds minimal va être atteint lorsque le disque est au milieu du zigzag de la trajectoire. Et vous voyez que donc on passe d'un maximum qui est de l'ordre de 160 à un minimum qui est de l'ordre de la moitié. Donc, vous voyez que le nombre de Reynolds, effectivement, ce n'est pas un paramètre de contrôle, il varie énormément au cours d'une période. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est que quand on a augmenté donc, le nombre d'Archimède, on a donc franchi successivement plusieurs bifurcations. On est resté pendant longtemps dans des régimes où il y avait une toute petite inclinaison du disque. Et tout d'un coup, on est passé à un régime où le disque peut être très incliné, vous voyez, avec des inclinaisons maximales qui sont de plus de 30 degrés. Et si on augmente encore, bien sûr, on va rentrer dans le régime hula hoop dont je vous ai parlé tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est bien. Et puis maintenant, on fait le chemin inverse. Donc on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part du régime hula hoop ici, on rentre et on diminue le nombre d'Archimède. En diminuant le nombre d'Archimède, eh ben, on continue d'observer des zigzags de grande amplitude. On diminue le nombre d'Archimède. On est toujours dans ce régime de zigzag de grande amplitude. Et puis, quand on arrive effectivement à un nombre d'Archimède minimal de l'ordre donc de 34 ici, eh ben, tout d'un coup, le disque va se restabiliser et on va revenir dans le régime où l'axe du disque est vertical. Donc, clairement, toute cette région-là, entre ici et là, c'est une région de bistabilité. Donc, suivant la façon dont on amène le disque dans cette région, soit en augmentant le nombre d'Archimède, soit au contraire en le diminuant, on n'a pas la même solution.
Donc, c'est une solution qui a un hystérésis extrêmement important. Et donc, ça, c'est caractéristique, en fait, d'une bifurcation qui est sous-critique. Donc, la transition que je viens de vous décrire entre donc, le mouvement stable du disque et son mouvement instable, c'est effectivement une transition complètement sous-critique avec une grande région d'hystérésis. Donc, ça, c'est spécifique au disque vraiment léger. On ne l'observe pas dans les régions où le disque est lourd, que je vous ai décrites précédemment. Qu'est-ce que… Bon, je viens de vous dire déjà tout ce qui existe dans cette région. Et donc, effectivement, ce dont il faut se rappeler, c'est que, voilà, entre ce nombre d'Archimède critiques et celui-ci, il y a coexistence de plusieurs régimes suivant la façon dont vous amenez le disque dans cette région. Donc ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, je voudrais justement vous montrer… en fait ce qui se passe là quand donc on est dans ce petit régime que j'ai appelé régime 3 ici, donc dans lequel l'amplitude maximale de la déviation du disque est faible. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Si j'arrive, voilà. Donc, vous voyez que le disque ne descend pas exactement de manière verticale, mais effectivement, son inclinaison maximale est très faible. Vous le voyez ici. Bon, vous voyez donc la dynamique du sillage de ce disque. Et ça, c'est aussi effectivement un régime en zigzag typique des disques extrêmement, avec une très faible inertie, qui est donc le régime dominant dans un petit espace des paramètres ici. Donc, c'est du zigzag. Donc fluttering, mais de très faible amplitude, contrairement à celui que je vous ai montré avant. Alors, dernier point pour vous parler des résultats de DNS. Qu'est-ce qu'un disque mince? Alors, si on revient donc à ce diagramme que je vous ai présenté au début, en fait, quand vous allez chercher l'origine de tous les points qui sont là, vous vous rendez compte que ce diagramme, il a été construit à partir de plein d'expériences différentes, faites avec plein de disques dont le rapport de forme est très variable. Il y a des rapports de forme 10, il y a des rapports de forme 20, il y a des rapports de forme 100, etc. etc. Et l'idée donc des gens qui ont fait ce diagramme, c'était de dire, de toute façon, le rapport de forme, dès qu'il est grand, il n'a plus d'importance. En gros, 10, c'est déjà comme si c'était infini. Bon, très bien. Et donc, nous, on est parti, effectivement, avec la même idée. J'ai dit, en gros, ce n'est pas trop la peine d'essayer d'avoir un disque infiniment mince. Si on arrive à avoir un disque de rapport 10, 20, etc., c'est bon. Et donc, on avait cette idée. Et puis, donc, quand on a regardé ce qui se passait avec un rapport de forme 10, donc, je vous ai remis ici le diagramme que je viens de vous commenter sur le cas du disque infiniment mince. Le diagramme, c'était ça. Et voilà ce que la DNS nous a dit sur un rapport d'aspect de 10. Donc, je vous refais la même histoire. On part du régime d'un disque avec un axe vertical. On augmente lentement le nombre d'Archimède. On se rend compte que dans ce cas-là, on n'observe pas 3 régimes de faible amplitude, mais 5 régimes, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'en plus, la nature de ces régimes n'est absolument pas la même que celle qu'on avait ici. En particulier, le premier régime qui est ici, c'est un régime, en fait, qui est stationnaire, mais où le disque s'incline. Donc, rien ne dépend du temps, mais le disque s'incline. Voilà. Donc, ici, les 3 premiers régimes de faible amplitude sont des régimes plans. Quand on était ici, ces régimes étaient 3D. Donc, bon, ce n'est pas les mêmes régimes. Vous voyez qu'ensuite, effectivement, la bifurcation entre les régimes de faible amplitude et le régime de grande amplitude, elle se fait donc à un nombre d'Archimède qui est de l'ordre de 68. Ici, elle se faisait à un nombre d'Archimède qui était de l'ordre de 43. De la même façon, quand vous redescendez donc, la courbe en vert, donc, en faisant baisser le nombre d'Archimède, vous repassez donc, au régime vertical à un nombre d'Archimède qui est de 65. Ici, on y repassait à un nombre d'Archimède qui était de l'ordre de 33. Donc, les deux dynamiques sont complètement différentes.
Et alors, pour la petite histoire, quand Montésar est venu me montrer ça au début, je lui ai dit, ben, il y a un bug dans le code. C'est pas possible, il y a un problème, c'est pas possible. Ça doit être pareil, ou en tout cas, ça doit être très proche du disque infini. C'est pas possible qu'on ait une dynamique complètement différente comme ça. Va regarder si effectivement on résout bien la singularité sur l'arête. Va regarder ce qui se passe sur la condition de sortie, etc. Il est revenu 15 jours après, il m'a dit ben non, mais j'ai les mêmes résultats, etc. J'ai dit c'est pas possible, non, c'est pas possible, va regarder. Et au bout d'un mois ou deux, en gros, on a abandonné parce qu'il ne trouvait rien. Et moi, je lui ai dit bon, bah, écoute, je suis désolé, mais ces résultats, on ne peut pas les publier parce que ça, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne peut pas être comme ça. Voilà, donc ça, c'était l'histoire. Et vous allez voir qu'en fait, c'est lui qui avait raison. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi après, mais en tout cas, donc, en admettant que ce que je viens de vous raconter est vrai, c'est-à-dire que donc, le rapport de forme, même s'il est très grand, change de manière critique la dynamique de ce qui se passe autour du disque, eh bien, on peut comprendre effectivement a posteriori, disons avec des arguments qualitatifs, pourquoi c'est vrai, parce que au fur et à mesure qu'on aplatit le disque, effectivement, on crée de plus en plus de vorticité sur l'arête, quand même, d'une part. D'autre part, en aplatissant le disque, quand le disque, effectivement, part sur le côté, eh bien, sa traînée diminue. Hein, un disque infiniment mince qui part sur le côté, c'est clair qu'il aura une traînée plus faible qu'un disque épais. Troisièmement, effectivement, quand on regarde par exemple le moment d'inertie en rotation d'un disque mince, il est plus petit que le moment d'inertie en rotation d'un disque épais. Donc tout ça, tous ces arguments tendent à faire dire de manière intuitive que plus le disque est mince, plus il est instable, donc sensible aux perturbations que lui applique le fluide. Donc, ça, c'est voilà, une façon de comprendre les choses avec les mains. Et en réalité, je pense que si on veut raisonner plutôt en termes d'instabilité, ce qui se passe, c'est que plus on aplatit le disque, plus la courbure des lignes de courant autour donc, de l'arête du disque, plus cette courbure donc, est grande. Et donc, plus les effets centrifuges qui s'appliquent sur les perturbations de l'écoulement le long de ces lignes de courant sont forts. Et donc, voilà, c'est une situation de plus en plus instable. Mais ça, c'est la façon dont on a réécrit l'histoire après coup, en ayant la preuve que l'histoire que je viens de vous raconter était vraie. Mais je peux vous assurer vraiment que pendant 2 ans à peu près, je n'ai pas cru que cette histoire était vraie. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur la partie DNS. Et donc maintenant, je vais vous raconter ce qu'on a fait justement donc, un peu après avec donc l'analyse de stabilité globale. Et vous allez voir comment effectivement ça nous a rassurés, en particulier sur ce que je viens de vous raconter. Alors, donc maintenant, on va s'occuper d'analyse de stabilité linéaire de ce même problème. Sauf qu'on ne l'analyse pas de la même façon, c'est-à-dire que là, on va effectivement écrire les équations différemment. On va considérer que le disque est fixe, mais qu'il a une vitesse, enfin, on va, disons, écrire les équations dans le référentiel du disque, et on va tenir compte effectivement de sa vitesse et de sa vitesse de rotation. Donc, on a un écoulement de base autour du disque qui est régi par les équations de Navier-Stokes. Ce terme-là, il est lié au fait que le disque, donc, ou que l'écoulement, disons, relatif au disque est non nul, et on a normé effectivement les vitesses par la vitesse à l'infini. C'est pour ça qu'ici, il y a un facteur de 1 devant le x. Voilà, donc ça, vous voyez ici, en fait, l'écoulement de base autour d'un disque, donc en incidence frontale, un nombre de Reynolds, donc qui est le nombre de Reynolds où justement, dans le cas d'un disque fixe, le sillage donc, devient non axisymétrique. C'est juste, on est juste en fait à la valeur seuil. Donc ça, c'est l'écoulement de base. Et sur cet écoulement de base,
on va appliquer donc des perturbations, on va linéariser donc l'équation des perturbations, et quand on linéarise cette équation, ces équations, on obtient donc le système qui est ici. Donc vous voyez dans la partie Navier-Stokes linéarisée, vous voyez l'influence donc de la vitesse du disque, donc de sa translation et de sa rotation qui est ici. Vous voyez ce terme-là qui est en fait la correction de l'accélération du disque qui est là. Donc, autrement dit, ça, c'est l'influence de la cinématique du disque sur l'écoulement. Ensuite, vous avez ici l'équation de bilan de la force qui s'exerce sur le disque et l'équation du couple. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que l'accélération linéaire du disque, bien sûr, elle résulte donc des forces extérieures qui s'appliquent dessus. Et ces forces extérieures, il y en a deux. Il y a effectivement les perturbations de contrainte sur le disque, mais il y a aussi la perturbation qui résulte du fait que la traînée donc, sur la configuration de base, elle va être perturbée par l'inclinaison du disque. Donc, même chose après pour l'équation du couple. Et puis ça, la dernière équation, c'est simplement l'équation qui couple le taux de rotation à la position angulaire du disque. Et donc, ici, on voit bien que l'écoulement est perturbé par la cinématique du disque et le disque, évidemment, est perturbé par les efforts que l'écoulement va appliquer sur lui. Donc là, tout ce que vous voyez, ce sont les variables qu'on va devoir résoudre, si j'arrive à avancer, voilà. Donc, on va résoudre en fait un problème pour le vecteur d'état qui est là-haut. Donc, VP, c'est le champ de vitesse et le champ de pression de perturbation dans le fluide. U et oméga, donc, ce sont les vitesses et le taux de rotation du disque. Et θ, c'est son inclinaison. Et donc, comme on a un problème qui est axisymétrique, enfin, en tout cas avec une symétrie 2π périodique, on va chercher donc ce vecteur d'état, donc sous la forme qui est ici. Donc, on va chercher, bien sûr, la croissance exponentielle des perturbations sur donc un vecteur d'état dont, en particulier, les variables fluides vont être 2π périodiques et vont dépendre donc de la position radiale et de la position longitudinale. Donc, on fait ça dans un logiciel libre d'éléments finis qui s'appelle FreeFM++ et qu'on a bien sûr pas mal, disons, customisé pour des ans. Donc, vous voyez que le disque est ici et on va résoudre donc ce que je vous ai montré, le problème de base et le problème perturbé dans ce logiciel. Et donc, quand on écrit, disons, les différentes équations du problème, on arrive donc à un problème aux valeurs propres généralisées que j'ai symbolisé ici. Donc, on cherche la valeur propre complexe lambda qui est là, et cette valeur propre, et le vecteur propre qui lui est associé sont en solution donc, de ce problème à x égale b, sauf qu'effectivement, les matrices A et B qui sont là, eh bien, il y a les parties bleues, alors qui sur mon écran sont rouges, mais ce n'est pas grave, les parties bleues qui sont les parties qui sont liées au fluide de chaque côté, il y a les parties vertes qui sont liées au solide, et puis il y a effectivement des termes de couplage qui proviennent du fait, comme je vous l'ai dit, que les équations de Navier-Stokes sont influencées par la cinématique donc, de l'objet et que les efforts sur l'objet et donc la cinématique de l'objet est influencée par l'écoulement à travers donc, les efforts. Et donc, bien sûr, on peut regarder tous les modes possibles pour tous les M. Donc, M, c'est le nombre d'ondes azimutales, je vous rappelle. Sauf que, en fait, l'affaire se simplifie parce que les modes axisymétriques, donc M égale 0, on peut montrer qu'ils sont stables, tous, et que les modes avec M plus grand ou égal que 2, on peut montrer que certes, ils existent, certes, ils peuvent être instables, mais en fait, le couplage, il n'entraîne aucun couplage avec le fluide. Donc ça, ce n'est pas évident à voir, mais quand on fait le calcul, et en particulier quand on intègre les efforts, on voit que ces modes ne produisent aucun effort résultant sur l'objet. Donc finalement, ils n'influencent pas la dynamique couplée. Donc du coup, les seuls modes, effectivement, qui sont intéressants pour la dynamique couplée, ce sont les modes M égale 1.
Alors, on revient donc au cas du disque infiniment mince, et voilà donc ce que donne la résolution donc, du système aux valeurs propres que je viens de vous présenter. Alors, ce que vous voyez ici, donc, cette fois, on raisonne vraiment en nombre de Reynolds, puisqu'on considère un objet qui est fixe, mais avec le couplage entre le fluide et le solide. Et ce que vous voyez, donc, ce qui est représenté, en trait plein, c'est la partie réelle de lambda, c'est-à-dire c'est le taux de croissance des perturbations, et en pointillé, vous voyez en fait la partie imaginaire divisée par 2π, c'est-à-dire le nombre de Strouhal du mode en question. Et alors, vous voyez par exemple que là, on obtient 4 modes, enfin en tout cas, il y a 4 modes qui sont susceptibles d'être instables. Donc, vous voyez, il y a ce mode ici que je vais appeler F1 par exemple, donc le 0 est ici. Donc, quand on est en dessous du 0, le mode est stable. Vous voyez qu'en fonction du nombre de Reynolds, ce mode, bon, il va devenir instable ici à ce nombre de Reynolds critique. Et après, effectivement, il est instable et que donc, son nombre de Strouhal était à environ de 0,1. Vous avez un autre mode ici que l'on appelle S2. Alors, je vous expliquerai la terminologie après. Donc, lui, il devient instable à ce nombre de Reynolds. Et vous voyez que par contre, sa fréquence, donc son nombre de Strouhal, c'est 0. Donc, ça, c'est un mode stationnaire. Ce n'est pas un mode oscillatoire. Ensuite, vous avez un troisième mode, le mode F2 ici, qui devient instable à un nombre de Reynolds plus grand ici, et qui a un nombre de Strouhal qui, lui, est plutôt de l'ordre de 0,2. Mais vous voyez que vous avez un autre mode qui est plus compliqué, parce qu'il devient instable ici, il est instable dans cette gamme de nombres de Reynolds, il redevient stable ici, et il redevient instable là. Donc, vous voyez que ces modes, qui sont non couplés, puisqu'on est en stabilité linéaire, ils ont une vie en fonction du nombre de Reynolds qui, pour ce rapport d'inertie, est assez compliqué. Alors, une fois qu'on a les modes, ce qu'on peut obtenir, c'est ça, c'est-à-dire c'est la courbe neutre de stabilité. Donc ici, en fonction, vous avez donc les disques de différents rapports d'inertie. Donc, les disques les plus légers sont à gauche, les plus lourds sont à droite. Et à partir donc, des 4 valeurs propres et du comportement des 4 modes que je viens de vous montrer, on établit la courbe neutre, qui est cette courbe qui limite donc, le domaine stable, où le disque va donc tomber comme ça, du domaine instable. Et ce que vous voyez, c'est que dans ce cas-là, cette courbe neutre, elle est en fonction donc, de l'inertie du disque, elle n'est pas constituée d'un seul mode. Lorsque l'inertie est plus faible que ici, en gros 3-10-3, le mode qui est le plus instable, c'est le mode que j'ai appelé F1. Vous voyez, donc c'est ce premier mode, mais ici, il y a un croisement de 2 modes, et donc pour les disques plus lourds, c'est ce mode ici que j'ai appelé S1 qui va être le plus instable. Donc vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite le genre de conséquences intéressantes que ça a, c'est que si maintenant on regarde les nombres de Strouhal associés, donc le nombre F1, le mode F1 qui était ici, vous voyez qu'il a, c'est ce que je vous ai dit avant, il a un nombre de Strouhal de l'ordre de 0,1, donc les fréquences que vous allez observer d'oscillation du disque, elles sont de l'ordre de 0,1, sauf que quand vous allez passer à la région dans laquelle c'est le mode S1 qui est le plus instable, comme lui, il a une fréquence, enfin un nombre de Strouhal qui est de l'ordre de 0,2, et bien d'un coup, quand vous allez franchir cette valeur critique, vous allez avoir une fréquence d'oscillation qui va passer brutalement de 0,1 à 0,2. Donc ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre par la DNS. Quand vous avez ce résultat en DNS, vous voyez qu'effectivement, jusqu'à une certaine valeur d'inertie, vous avez une fréquence de 0,1, tout d'un coup, vous avez une fréquence de 0,2, ah, c'est comme ça. Et ça, l'analyse justement de stabilité linéaire que je vous présente là, elle permet de comprendre ça. Parce que ce qu'elle vous dit, c'est qu'en fait, oui, ce n'est pas le même mode qui devient instable. Vous avez un système où il y a plusieurs modes possiblement instables, et ce n'est pas toujours le même qui est le plus instable. Et du coup, effectivement, comme ces modes ont des fréquences différentes, vous observez ce genre de saut de fréquence. Et alors après, quand vous allez vers les disques les plus lourds, là, par contre, vous avez un comportement qui est assez universel, qui est que la fréquence, en fait, du mode le plus instable, elle croît comme l'inverse de la racine de l'inertie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer théoriquement. Et bon, voilà donc ce qui se passe pour un disque infiniment mince.
Et si on plaque donc, ces prédictions sur le diagramme de phase que je vous ai montré dans le cas de la DNS, donc le fameux mode, vous voyez, S1 dont je viens de vous parler, il a cette forme-là. Le mode F1 dont je vous ai parlé, il est ici, etc., etc. Et on voit que, en tout cas, dans toute la région qui est située entre ces deux rapports d'inertie ici, plus la région qui est là, eh bien, on voit que l'analyse de stabilité linéaire, elle prédit remarquablement bien la transition entre le régime vertical et le régime zigzag qui est ici, et également, pour les disques de très faible inertie, entre donc le régime vertical et le régime en particulier zigzag de faible amplitude que je vous ai montré avant. Donc, en gros, d'ici jusque sur les disques les plus instables, eh bien, effectivement, la première transition, on peut la comprendre et la prédire à partir de l'analyse de stabilité linéaire. Alors, bien sûr, les courbes qui sont plus à droite ici, en gros, elles n'ont aucun intérêt dans ce cas-là, puisque là, on est déjà très fortement non linéaire, c'est-à-dire qu'on est très loin du seuil, et donc l'analyse de stabilité linéaire, bon, ce qu'elle nous apprend, ça n'est pas vraiment très utilisable. Alors, une fois qu'on a ça, on peut aller un cran plus loin aussi en s'intéressant à la structure spatiale des modes qu'on a extraits, parce que cette structure spatiale, elle peut aussi nous dire des choses. Et donc, ce que je vais vous montrer dans les planches suivantes, c'est en fait des images donc, de la vitesse axiale dans le sillage et de la vorticité axiale, et je vais vous les montrer en fait à deux inclinaisons différentes du disque. L'inclinaison maximale et l'inclinaison nulle. Et ce qu'on se dit intuitivement, c'est qu'en gros, si les deux images prises à ces deux inclinaisons très différentes sont à peu près les mêmes, c'est qu'en gros, il y a peu de couplage entre le fluide et l'objet. Qu'en revanche, si la structure spatiale change beaucoup entre donc, ces deux phases très différentes, c'est qu'il y a un couplage fort. Et alors voilà ce que ça donne. Donc là, je me place donc, au point qui est ici. Donc le mode le plus instable, c'est ce mode que j'ai appelé F1. Voilà. Et donc voilà ce qui se passe quand le disque est à son inclinaison maximale. Donc vous avez la vitesse axiale dans la partie du haut et la vorticité axiale dans la partie du bas. Pareil ici, hein, vitesse axiale, vorticité axiale. Donc vous voyez que si vous regardez par exemple la partie du haut, donc vous voyez les lignes de courant de la perturbation dans le sillage, le disque est ici, hein, on le voit, il est tout petit. Voilà. Si vous voyez que la structure des lignes de courant, ben en gros, c'est la même aux deux inclinaisons. Donc, conclusion, en gros, l'écoulement dans le sillage, il est très peu influencé pour ce mode-là par l'inclinaison de l'objet. Donc, il y a très peu de couplage entre le disque et le sillage, donc l'écoulement, dans ce cas-là. Par contre, voilà. Là, on a pris un disque d'inertie plus grande, donc on est en ce point-là. On regarde la même chose, et vous voyez qu'ici, donc, les vitesses axiales, donc dans le sillage, ici, vous voyez cette succession de couches de couleurs différentes. Vous voyez qu'il n'y a plus de changement de signe de la vitesse axiale au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le sillage. Donc ça, c'est pour l'inclinaison maximale du disque. Alors qu'au contraire, quand son inclinaison est nulle, on retrouve cette structure en rouleau qu'on avait précédemment. Donc clairement, dans ce cas-là, l'écoulement dans le sillage et la position angulaire du disque sont extrêmement couplés. Donc là, on est dans une situation de couplage fort. Et en effet, si on reva dans les résultats de DNS, ça correspond au régime, effectivement, de zigzag de grande amplitude. Donc, c'est normal qu'on trouve ça. Alors, donc, ça, c'était le disque infiniment mince. Et on arrive au disque de rapport 10. Je vous rappelle l'histoire avec mon étudiant à qui j'ai dit non, on ne publie pas parce que c'est faux. Alors, donc, maintenant, on joue à la même chose avec le disque de rapport 10. Et voilà la courbe critique donc, qui sépare la région instable en blanc de la région stable en gris. Bon, ben, ce que vous voyez en regardant cette courbe critique, c'est que contrairement à avant, où je vous rappelle, on avait un mode puis un autre en fonction de l'inertie,
eh ben là, la courbe critique, elle fait intervenir 3 modes. On a un premier mode qui est le plus instable jusque-là, et ce mode, c'est un mode stationnaire, donc sa fréquence est nulle. Ça veut dire que ça correspond à un disque qui se met incliné comme ça et qui n'en bouge pas. Si on augmente l'inertie du disque au-delà de ce seuil ici, eh ben on passe sur un autre mode qui est celui-ci, et ce mode-là, il a un nombre de Strouhal de 0,15. Ça veut dire que donc, on était à un disque qui était incliné comme ça, qui descendait comme ceci, et puis tout d'un coup, en augmentant l'inertie, on se trouve avec un disque qui va faire effectivement des oscillations avec une fréquence qui est importante. On augmente encore l'inertie et on va arriver en ce point où il y a 2 autres modes qui se croisent. Et là, ce mode-là, donc qui va devenir le plus instable, eh ben lui, il a un nombre de Strouhal qui est plutôt de l'ordre de 0,05, ce qui veut dire que quand on va passer ce deuxième seuil, eh ben on va avoir une fréquence d'oscillation qui va être divisée par un facteur 3, de nouveau. Donc, vous voyez que, alors ici, vous voyez, vous pouvez noter que là, il se passe des choses un peu compliquées. C'est ce qu'on appelle une zone de déstabilisation, restabilisation, parce qu'effectivement, ici, imaginez que vous avez donc un disque qui a cette inertie, et vous augmentez donc son nombre de Reynolds. Ici, il est stable. Quand vous allez passer dans la région blanche, donc on est instable, et on va repasser dans une région grise en augmentant le nombre de Reynolds, donc on est restabilisé. Et puis, on va passer donc au-delà de la courbe critique ici, et là, on va être de nouveau instable. Donc, vous voyez qu'il y a des zones où c'est compliqué, hein, voilà, c'est non univoque, la courbe qu'on a là. Donc, tout ça est assez compliqué, mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'en effet, cette courbe-là, cette courbe critique et les modes qui la composent, eh ben, c'est absolument pas la même chose que ce qu'on avait pour le disque infiniment mince. Donc, mon étudiant qui faisait la DNS avait raison. Sauf qu'il a eu raison trop tôt parce que ces résultats-là, ils sont arrivés presque 3 ans après les résultats de DNS. Mais il avait raison. Et là, effectivement, on en est sûr, on a l'explication. Ça n'est absolument pas le même code. Le code de DNS, c'est une chose. Celui-là, c'est un autre, il n'a rien à voir. Ce n'est pas la même approche. Et on a l'explication, en effet, alors pas l'explication physique, mais en tout cas, on a la preuve que les modes les plus instables, en fonction du rapport de forme, ne sont absolument pas les mêmes entre un disque donc, de rapport de forme 10 et un disque donc infiniment mince. Je suis où en temps là? Oh, bon, allez, 5 minutes et puis on arrête. Qu'est-ce que... Allez, je vais... si, je peux vous montrer quand même... alors, qu'est-ce que je vais vous montrer pour... Non, ça, je voulais montrer. Bon, on peut continuer donc à faire le même jeu que ce que j'ai fait avant, à savoir est-ce qu'il y a un couplage fort entre le fluide et l'objet ou pas. Vous voyez, si on se place donc dans ce point ici, donc je vous ai dit que c'est un mode stationnaire, et effectivement, quand on est à l'inclinaison maximale, voilà comment se comporte par exemple donc, la vitesse axiale, la perturbation de vitesse axiale. Hein. Et quand on est effectivement à une inclinaison nulle, eh ben, il n'y a aucune perturbation de vitesse axiale, etc., etc. Donc, on peut jouer à ça, effectivement, pour les différents rapports d'inertie. Bon, je vais passer vite là-dessus. On a joué à ça également donc, avec des disques plus épais. Donc, ici, vous avez un disque de rapport de forme 3. Là, encore, c'est une autre... une autre combinaison de modes qui forment la courbe critique. Vous voyez que, de nouveau, on a 3 modes qui forment la courbe critique, mais ils ne sont pas dans le même ordre qu'avec le rapport de forme 10. Vous voyez, on a d'abord un mode oscillant, donc pour les disques les plus légers, avec un nombre de Strouhal de l'ordre de 0,1. Après, au-delà d'une première inertie critique qui est ici, on a une petite région dans laquelle c'est un mode qui est justement un mode stationnaire, ce qui veut dire que tout d'un coup, on va se retrouver, alors qu'on avait un disque qui oscillait, on va se retrouver donc avec un disque qui n'oscille plus du tout, ici, Strouhal nul. Et puis, quand on continue d'augmenter l'inertie, on va passer donc, ce croisement de mode qui est ici. Et là, de nouveau, on va avoir un mode oscillatoire,
sauf qu'effectivement, son nombre de Strouhal est bien plus petit que celui qu'on avait avant, presque 3 fois plus petit. Et donc, de nouveau, on a un saut de fréquence abrupt. Et donc, encore une fois, la courbe neutre, c'est absolument pas la même que celle qu'on avait pour qui égale 10. Donc, si on fait le bilan de tout ça avec les 3 rapports de forme sur le même graphe, donc vous voyez que le disque infiniment mince, voilà sa courbe critique. Ensuite, le disque qui égale 10, il est ici. Et le disque qui égale 3, il est là. Alors, si vous regardez ce qui se passe pour les disques, entre guillemets, lourds, vous obtenez ce que vous pensez intuitivement, à savoir que plus le disque est mince, plus il est instable. Vous voyez que le nombre de Reynolds critique n'arrête pas d'augmenter quand on passe du disque infiniment mince au disque qui égale 3. En revanche, pour les disques les plus légers, c'est absolument pas vrai. Vous avez donc effectivement le premier qui devient instable, c'est celui qui est le plus mince. Ensuite, c'est celui qui est le plus épais. Et ensuite, c'est celui du milieu. Rien, tout ça n'est absolument pas intuitif quand on va vers des disques donc de plus en plus, avec de moins en moins d'inertie, donc qui sont de plus en plus sensibles aux perturbations du fluide. Et donc, effectivement, quand on regarde l'enchaînement des fréquences d'oscillation, on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que ça se fait de manière complètement non intuitive et que donc pour certains rapports d'inertie, on a d'abord un mode stationnaire incliné qui est le plus instable, puis on passe à un mode qui oscille avec des fréquences d'oscillation importantes, puis la fréquence d'oscillation redescend, mais dans d'autres cas, c'est le contraire, on est parti effectivement de modes qui oscillaient à des fréquences importantes, puis qui n'oscillent plus, puis qui re-oscillent, etc. Donc, voilà, il faut garder, je dirais, il faut garder en mémoire que, effectivement, le rapport de forme, ce n'est pas une variable, disons, par rapport à laquelle l'ensemble des évolutions est uniforme. C'est uniforme et donc c'est, disons, conforme à ce qu'on peut penser intuitivement quand les disques sont lourds, mais absolument pas quand ils ont une inertie très faible par rapport au fluide. Donc, je vais juste conclure là-dessus en disant que, bon, j'espère que je vous ai, disons, convaincu en tout cas que la simulation directe et donc l'analyse de stabilité linéaire globale, ce sont 2 outils extrêmement complémentaires pour regarder ce genre de dynamique, parce que, en gros, avec la simulation directe, on a accès comme d'habitude à tout, donc on voit ce qui se passe, entre guillemets, dans la vraie vie, sauf que, éventuellement, on ne comprend rien, ou en tout cas pas grand-chose. Et que si on veut comprendre donc, au moins ces premières transitions, il faut passer effectivement par l'analyse de stabilité linéaire globale, qui, elle, permet de comprendre quels sont les modes qui sont en jeu, comment ils varient avec les paramètres de contrôle de l'écoulement, et comment les évolutions s'enchaînent les uns derrière les autres. Je vous ai montré aussi qu'effectivement, en réalité, ce qu'on croyait être des disques minces, pour lesquels le rapport de forme ne jouait plus de rôle, ce n'était pas vrai. En fait, le rapport de forme, même s'il est très grand, il continue à jouer un rôle. Et qu'en particulier, donc, on a vu que la première transition entre le régime vertical et le régime zigzag, elle peut être sous-critique ou super-critique, donc en fonction du rapport d'inertie et du rapport de forme. Voilà. Et puis, bon, peut-être que le take-home message le plus important, c'est celui qui est là. C'est qu'en fait, on ne peut pas réduire et prédire, comprendre la dynamique donc couplée entre l'objet et l'écoulement uniquement en se basant sur la dynamique du sillage de l'objet fixe. Ça ne marche pas de manière générale. Parfois, ça marche, mais c'est le hasard. De manière générale, ça ne marche pas. On peut avoir donc, des objets donc, mobiles dont la trajectoire devient instable bien en dessous du nombre de Reynolds critique correspondant à l'instabilité du sillage du même objet fixe. Donc, il faut vraiment étudier le problème couplé parce que, penser que c'est le sillage qui pilote tout,
ça ne marche pas. Et ça, en fait, ça marche d'autant moins que l'objet est léger et éloigné, disons, d'une forme isotrope. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir écouté, et je peux répondre à vos questions en anglais si vous voulez. Voilà, merci beaucoup. So thank you, Jacques, for the very interesting and detailed presentation. Maybe we can switch to English because maybe someone wants to ask questions in English. That's easier to the audience. Sure. No problem. So please, I see Mikhail Gorokovsky, who is Mikhail. Just go ahead, ask your question. Mikhail. Bonjour. Working language is French language, okay? Well, it's up to you. Oui. Jacques, first of all, thank you. So, merci beaucoup pour ton exposé. Et j'aimerais bien poser une question, mais vraiment idiote. Donc, je me méfie des questions idiotes. Oui, ça ne t'étonne pas, mais bon, une question de plus. La position horizontale du disque. Oui. C'est un moment critique, donc c'est absolument instable. Donc, toute petite fluctuation. Non, Mikhail, c'est instable à nombre de Reynolds nul, mais à nombre de Reynolds fini, c'est la position stable, au contraire. Ah, et donc, ce que j'ai imaginé, c'est pour ça que j'ai dit idiot, aux extrémités, il y a des perturbations de génération de vorticité, oui. De type, peut-être les instabilités de type Kelvin-Helmholtz, n'est-ce pas? Non? Oui, on peut dire que c'est Kelvin-Helmholtz parce que effectivement entre disons la région extérieure où le fluide va vite et la région à l'arrière du disque où le fluide est presque à l'arrêt. Bon, oui, effectivement, c'est une zone cisaillée, donc oui, il y a Kelvin-Helmholtz. Le temps typique de développement de ces perturbations. Comment ce temps par rapport au temps d'énergie, est-ce que c'est important ou non? Si c'est important, à ce moment-là, ayant le même rapport de forme, mais en changeant, par exemple, les extrémités, en les faisant plus pointues, donc en changeant ces perturbations, on peut également modifier les dynamiques du disque. Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai la réponse. Voilà. Alors, j'ai la réponse, mais pas parce que j'ai fait l'expérience, enfin, ou en tout cas la simulation, mais parce que d'autres l'ont fait. Et donc, les autres en question, c'est l'équipe de Jan Dušek et de son étudiant Martin Schroust à Strasbourg. Et en fait, ils ont fait, si tu veux, la même chose donc en DNS, mais avec des ellipsoïdes. Donc, les ellipsoïdes, comme tu sais déjà, il n'y a pas de singularité au bout, ça va. Donc, ils ont comparé, si tu veux, la dynamique d'ellipsoïdes avec un rapport de forme donné avec la dynamique des disques de même rapport de forme. Et en fait, donc on va dire à des corrections d'ordre supérieur près, c'est la même chose. Donc, si tu veux, ça, justement, c'est une indication, disons, qui va dans le sens de penser que la forme précise de l'arête, des pointes, comme tu veux, n'est pas importante dans la dynamique. C'est très intéressant. Mais, et donc, une autre question très, très courte, et je m'arrête, encore plus idiote. Donc, imagine que, en fait, c'est le disque pas solide. Et il y a une tension de surface. Ouais, oula. Et de plus, il passe d'un milieu froid vers un milieu chaud. c'est-à-dire, tension de surface change. Voilà. Donc, en faisant le travail
le travail et en changeant la forme. À ce moment-là, donc, le disque se transforme en sphère, il remonte, encore, il fait, et comme ça, on peut imaginer perpétuum mobile. Donc, cet objet monte, descend, monte, descend. Ah, tu vas faire un ludion, parce que tu vas changer la forme. Oui. C'est ça que tu es en train de faire. Oui. Alors, écoute, il y a quelques mois, je t'aurais dit, je ne sais rien de tout ça. Depuis quelques jours, je sais un peu plus sur ça. Et effectivement, ce que tu dis… L'effet de Marangoni, par exemple. Oui, alors, l'effet de Marangoni, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait que si on a un objet qui est déformable, on puisse avoir un mouvement donc d'autopropulsion. Donc dans ce cadre d'objets qui sont donc drivés par une force extérieure, ça c'est sûr que c'est possible. Voilà. Après, quel style de mouvement ça peut donner dans le cadre qui est ici, en plus si c'est drivé par un effet Marangoni, ça je ne sais pas. Je ne fais pas, mais en tout cas, oui, le fait que si on arrive à changer la forme de l'objet de manière instationnaire, on puisse avoir donc une autopropulsion, oui. Merci beaucoup. Merci encore. Mille excuses pour les questions très, très naïves. Je répondrai à ton mail ce soir. Merci. J'ai vu que tu m'avais envoyé un mail. Merci. Merci, Michael. Merci. Une question rapide. Tu as 3 paramètres, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux trouver 2 choix de 3 paramètres dans le même comportement? Deux choix des 3 paramètres qui donnent le même comportement. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas que, quand tu réfléchis au diagramme de phase que l'on a. Alors, après, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles le même? Si c'est qualitativement, c'est-à-dire être dans le même style de régime de chute, oui, certainement oui. Après, voilà. Après, on n'aura pas, si tu veux, exactement la même dynamique. C'est-à-dire que peut-être on aura, mettons, un zigzag plus prononcé dans un cas que dans l'autre, etc. Mais là, tous les deux, parce que le fait que ces 2 choix de paramètres ne sont pas très différents. Oui. Mais si donc 2 choix de 3 paramètres différents, assez différents, très différents. Là, je pense que non, il y a à peu près 0 chance qu'on soit dans la même région de l'espace des phases. Ouais. Et tu as parlé d'un cas où c'était incliné, ça tombait de façon inclinée sur le j'imagine que ça accélère. Non, pourquoi ça accélérerait? Donc c'est la pièce de monnaie qui tombe. Oui, oui. Attends, alors comment tu expliques ça? Alors, attends, attention, c'est incliné, mais ça a une dérive aussi. Ah, ouais. Ça a une dérive, c'est que tu n'arrives pas à tomber incliné et complètement vertical. Alors, tu as une dérive qui est faible, mais il y a une dérive non nulle. Donc, tu perds, en fait, une fois que c'est incliné, tu perds la symétrie verticale. Voilà. Alors ça, en fait, ce régime-là, justement, bon, je n'avais pas le temps de parler faiblement en linéaire, mais ça, ce régime-là, on peut trouver ses caractéristiques, c'est-à-dire l'inclinaison et la dérive, au moins près du seuil, on peut les prédire de manière exacte par une analyse faiblement non linéaire. Donc ça, on a pu comparer ça avec l'expérience, ça on peut faire. En fait, on peut arriver à écrire une équation de Dinsmore-Landau, donc complexe, pour l'amplitude du mouvement, et on peut arriver à calculer de manière exacte tous les coefficients de cette équation de Dinsmore-Landau, avec une approche, en fait, il faut calculer l'adjoint, il faut passer par l'adjoint de Navier-Stokes, calculer les coefficients donc, de cette équation de Dinsmore-Landau,
Et une fois qu'on a ces coefficients, on peut prédire bien sûr les corrections par rapport au seuil et les amplitudes près des seuils, donc des mouvements non verticaux et en particulier des mouvements inclinés. Donc c'est un peu heavy, hein, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut faire ça. J'ai une question sur le disque. Est-ce que tout ça est robuste à une perturbation sur la forme du disque? Une petite perturbation sur la forme du disque. Alors, si tu lis en fait le Focus on Fluids que Moffat avait écrit sur notre papier, donc celui qui s'appelle Three Coins in a Fountain, donc tu verras que justement il a mis une image où il y a une pièce de monnaie trouée, une pièce de monnaie, alors j'ai oublié de quel pays, mais qui n'est plus justement circulaire, mais qui est un peu en fleurs comme ça. Et puis la troisième, j'ai oublié ce que c'est. Et justement, la question qu'il pose à la fin, c'est ça. C'est est-ce que la topologie du disque, en particulier le fait que le disque soit connexe ou pas, donc il y a un trou ou pas, est-ce que ça joue? Est-ce que la forme justement précise du contour, ça joue ou pas? Alors, sur la connexité, donc ce qui se passe avec le trou, ça, je n'ai pas de réponse, mais je crois qu'il y a eu un papier, il me semble que Thomas Lévesque et les gens de Monash ont fait un papier là-dessus, je ne suis pas sûr, mais il me semble me rappeler de ça. Et en revanche, pour ce qui est de la forme du contour, alors là, il y a eu des expériences, en fait, je ne me souviens plus qui sont les auteurs, et ça ne paraît pas avoir une influence importante. Mais effectivement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Où il y avait quoi, pardon? Oui, il a fait ça. Il a fait ça. Et ça devient plus stable. Oui. C'est une expression plus stable que c'est pas ici. Oui. Mais là, vraiment, donc, si je me souviens bien, hein, effectivement, la bande de Möbius, en fait, c'est vraiment l'inertie est vraiment autour d'une grande région fluide, etc. Donc, alors que là, on est vraiment dans le cas où l'inertie, elle est vraiment au milieu du fluide. Donc, c'est très différent, en fait. Dans l'espace des paramètres, on est vraiment très loin. Mais oui, ils ont fait ça. J'avais une question sur la DNS. Quelle est la taille minimum du domaine pour être certain de bien capturer Alors, en fait, elle n'est pas si grande que ça, à condition justement d'avoir cette condition non réfléchissante qui tourne en fait avec le sillage. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. On a quand même pas mal transpiré pour la mettre au point. Mais en particulier, alors pas sur ce problème-là, mais plus tard, on a regardé le problème de la montée des sphères très légères dans l'eau. Je pourrais vous parler de ça aussi, et là justement, on a montré que grâce à cette condition, en gros, avec des domaines qui sont de l'ordre entre 12 et 15 diamètres, on arrive à évacuer correctement les perturbations, à ne pas influencer donc, la dynamique jusqu'à des nombres de Reynolds de l'ordre de 1000 quand même. Et donc, c'est pas mal, parce que sans cette condition-là, on avait besoin d'avoir des domaines qui étaient 50 diamètres. Donc, évidemment, en tant que CPU, surtout que c'est quand même 3D. Quoi. Donc, même si les mailles sont assez grossières au bord, ça coûte. Donc voilà, pour autant qu'on ait cette condition qui s'ajuste à la position du sillage, ça fonctionne assez bien avec des domaines relativement petits. Voilà, une quinzaine de diamètres de rayon, ça marche. If you want to ask questions in English, feel free.
Oui, peut-être. Francesco, Yes. are there questions on the chat? No, not really. But No. you can write one. Just in order to convince us that the chat is useful. Someone wrote already, but no question really. But let's see if there is someone else who would like to ask a question, maybe. Doesn't seem to be the case, but I may ask you one question actually. So it is about the stability analysis you carried out. So could you please go back to the equations you had? There was, yeah. Tell me. Yes. So yes, I think the next slide where you yes. Well, this is just a plot of the eigenvalues. Yeah. No. Sorry. So you want the equations with the equation. Yeah. So the beginning is here. So this is the base flow. Yes. And then this is the governing equation set for the disturbance. Exactly. That's what the one you want to look at. Yes, because have you tried to? Because I mean, from this equation, it is clear that you can have several kinds of modes for transferring the mechanism for transferring the energy from the basic state to the perturbation. Yeah, I mean, carrying out an energy budget analysis may tell something about the regime you are at, but it can also tell if there are like components which kind of equally contribute or significantly contribute to the same regime. Is it? Yes, do you find any? No, we didn't do that, but yes, I agree that yes, you can get something from an energy balance, yeah. Because it may be a qualitative difference between the zigzag regime and tumbling regime, but it can also be simply a quantitative difference in which you basically have one term which contributes a little bit more, and then you just yeah, well, I'm sure you're right. Yes, there is something that can be extracted from this. Yeah, we didn't follow this approach, but yes, probably there is a way to get some insight from it. Yeah. And okay, and on the same line, but not really on the energy budget, but it's you talked about the adjoint before. And basically that can give you also something like a sort of sensitivity analysis, because you can kind of get a structural sensitivity to the basic state, but you can also get some sensitivity to the boundary conditions applied to the disk, which is more or less what could help to reply to the questions of Michael. Is there something on this, or do you have an idea of how the sensitivity? No, we did that for a bubble. There is a paper, probably 2013 or so, in which we carried out a sensitivity analysis by, let's say, considering the sensitivity of the flow to a disturbance in the no shear condition at the bubble surface, for instance, which is directly connected to the presence of surfactants. Because if you have no surfactants, in this case, you have a shear-free condition. If you have surfactant, you can go up to a no-slip condition. And so we performed this kind of sensitivity analysis and showed how this affects, of course, the stability of the flow, and where the most unstable part of the flow, the so-called wave maker, takes place in this case. So we did that for a bubble. Yeah. Okay. So that's somehow also partially replying to the question of Michael when he was talking about the Marangoni stress, because except that we did that for a bubble with a fixed shape.
So Okay. we didn't allow the bubble to deform. Okay. Okay. And in this regards, I mean, can this help to explain why what you said before, that the regimes don't really change when you consider like an ellipsoid rather than a platelet? Because is it like related to the fact that in any case the platelets kind of the disc actually produce local separation due to the sharp edge? So basically what you see, what the flow around the disc is gonna see is actually the separated streamline, or it's not really this the reason why? Well, it's not completely clear to me, but yes, it seems that actually, well, the local structure of the flow around around the edge, well, is not that important, and actually, probably what matters more is, as I said, the curvature of the streamlines of the base flow, and of course, for an ellipsoid or a disc of a constant aspect ratio, you get more or less the same curvature of the streamlines around the edge, and this is probably, well, let's say why the two behave similarly. But well, it's only, let's say, a guess and not by no means a theorem. Okay. Thank you. Okay, thank you very much. So thanks again for this presentation. And if there are no other questions, then I hope to see you soon. To see you all next week. Okay, so thank you very much for inviting me here again, Francesco. Thank you. Okay.